touche-à-tout, humoriste, acteur, réalisateur, chanteur et même écrivain. Il s'agit d'Elie Semoun. Bonjour Elie, et bienvenue sur mon divan. Bonjour Elie. Bonjour Christopher. Bienvenue sur mon divan. Ouais. T'as vu, on se connaît à peine, je suis déjà couché. Exactement. Elie, lorsqu'on a une carrière de comédien, comme la tienne pendant toute sa vie, est-ce qu'il y a une différence entre le personnage public et le personnage privé? Bah oui, évidemment. Oui, bien sûr. Bah oui, tu peux pas faire le guignol pendant plus de 30 ans, même plus que ça, peut-être 40 ans, j'en sais rien. Et faire l'idiot 24 heures sur 24, tu peux pas. En tout cas, non, j'ai pas de perruque H24 et je me déguise pas en femme. Donc je suis très différent de l'homme privé et très différent de l'homme public, bien sûr. Qu'est-ce que ton personnage public t'a apporté à toi dans ta vie personnelle et familiale même? C'est le contraire, il faut poser comme question. C'est qu'est-ce que le personnage privé a apporté au personnage public? Tu penses que c'est dans ce sens-là que ça a apporté? Bah oui, bien sûr, parce que je suis pas deux personnes. En fait, là tu me poses la question comme si j'étais quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre, le personnage public pouvait influencer le personnage privé. Non, c'est moi qui ai mis beaucoup de moi dans le personnage public. Au fond, si on regarde les choses, si on lit les choses entre les lignes, on s'aperçoit que j'ai mis beaucoup de moi dans tout ce que j'ai fait. Même dans des choses qui peuvent paraître outrées, dans les petites annonces, dans les spectacles, dans ce que je faisais avec Dieudonné, c'était très outré, presque caricatural, mais il y avait beaucoup de moi. De toute façon, on ne peut pas avancer dans ce métier si on met pas de soi, bien sûr. C'est impossible. Si vous n'êtes pas sincère, le public, il le sent tout de suite et vous êtes mis sur le côté. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer cette carrière et quand dirais-tu que ça t'est venu? Qu'est-ce qui a motivé ma carrière? La mort de ma mère, quand j'avais 11 ans. C'était un choc dans ma vie, donc forcément, soit tu fais tout pour... tu as une démarche un peu suicidaire et tu fais tout pour suivre cette pente, soit tu essayes de rebondir là-dessus et tu essayes d'être... déjà, ça a fait de moi un enfant différent, donc je me suis dit, je vais faire marrer les gens, je vais essayer de me faire aimer d'une façon différente. Parce que quand tu es petit et que tu perds la personne que tu aimes le plus au monde, très rapidement, comme ça s'est fait en 2 ou 3 semaines, une maladie. La carrière d'un artiste, ça part toujours d'un gouffre affectif. C'est-à-dire qu'on a besoin de remplir quelque chose. Je dis pas qu'on a besoin de perdre sa mère ou son père ou que toute sa famille soit anéantie pour être un super artiste, hein. Mais ça participe du chemin que tu vas faire quand tu es artiste. Malheureusement, il y a toujours un malheur caché. Toujours. C'est à ce moment-là donc que tu as choisi l'humour ou tu avais tendance déjà avant ce passage-là? Non, j'étais déjà un petit rigolo. Je faisais l'idiot, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, on peut pas rire avec on fait pas rire avec le bonheur. Et il y a différents styles de personnes. Il y a ceux qui ont envie de faire rire. Il y en a plein. Il y a plein d'humoristes en ce moment. Et si tu demandes à n'importe quel jeune dans la rue, moi j'en rencontre beaucoup. Quand tu vas dans un café, quand tu vas, il y a toujours un serveur qui te dit ouais, moi j'aime bien ce que vous faites. Moi aussi là j'écris des sketchs, etc. Donc il y a des gens qui ont besoin qui ont envie de faire rire et d'autres qui en ont besoin. C'est un besoin vital. Alors moi, c'est un besoin vital. C'est pas juste pour être connu ou pour gagner ma vie, etc. Enfin, c'est un truc dont j'ai besoin. À quel âge as-tu démarré ta carrière? À 19 ans. J'étais dans un cours de théâtre à Paris. Et puis j'étais engagé par un metteur en scène qui s'appelle Roger Louret. Bon, il est mort, le pauvre, mais
Et il m'a engagé dans une pièce de théâtre qui se jouait, une pièce classique, qui se jouait dans le sud-ouest de la France. Et j'étais engagé pour 3 mois. J'avais jamais rien fait, j'étais jamais monté sur scène. Et il a senti que je pouvais faire quelque chose. Et je me suis retrouvé donc avec Muriel Robin, d'autres artistes, je vais vous citer leur nom, mais Nicolas Marié, bon, c'est un très bon acteur, il a eu un César, il a fait beaucoup de films, de cinéma, il a tourné dans mon dernier film d'ailleurs. Bref, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et à 19 ans, je ne connaissais pas grand-chose. Je crois que j'étais très mauvais. Je faisais le con sur scène, en fait. Je n'étais pas du tout au service de la pièce. J'étais à mon service. Je faisais rire les gens. Et puis un soir, j'étais crevé, j'ai lâché prise. Et c'est là que je suis devenu vraiment comédien. Parce que j'ai tout d'un coup écouté les autres. Et c'est le principe aussi de la vie d'un acteur, c'est savoir écouter l'autre pour pouvoir lui répondre d'une manière juste. Ça, tu l'as compris très vite à tes débuts? À mes dépens et à mes débuts. Ouais, vraiment. Mais je le savais pas comme ça. En théorie, je le savais, mais en pratique, je le savais pas. Et on avait fait 400 bornes pour aller jouer. Et j'étais crevé, donc j'ai lâché prise, j'ai laissé tomber tous mes artifices. Et tout d'un coup, je suis devenu un comédien qui écoute l'autre. Quelle a été ta première difficulté à tes débuts? Quand Dieudonné m'a quitté, quand on a splitté tous les deux, et quand lui... moi, je suis parti faire un film aux États-Unis, je suis rentré au bout de 3 mois, et il avait déjà écrit son spectacle, je n'ai pas trop compris. Et donc, il a fallu que je rebondisse, quoi. Donc, j'ai écrit mon spectacle, et j'ai trouvé le concept des petites annonces avec Franck, mais ça a été un moment très difficile, ouais, vraiment. Comment tu l'as vécu ce retour quand tu t'es rendu compte que... Une séparation amoureuse. Ok. Comme si j'avais été largué par une meuf, qu'elle me trompait avec un gars, et je me suis retrouvé comme un con dans la salle du Palais des Glaces à être spectateur d'un mec avec qui j'étais depuis 10 ans, quoi. Donc ça, c'était chaud. Mais j'ai rebondi, hein, comme dans la vie, à chaque fois qu'on a des galères, on rebondit. Et ça t'a servi de rebondir du coup sur les petites annonces? Ouais, exactement. Puis après, sur plein d'autres choses, hein, sur un nouveau spectacle, sur plein de trucs, hein, mais voilà. C'était un peu dur, ouais. Et avec le recul, tu dirais que tu es content finalement que cette épreuve soit passée de cette manière? Écoute, moi je lis pas dans l'avenir, donc ni dans le passé, ni dans le futur. Enfin, dans le futur et l'avenir, c'est pareil. Mais honnêtement, moi j'ai toujours pensé que c'était un gros gâchis, parce qu'on avait encore plein de trucs à faire tous les deux. Mais est-ce qu'on n'aurait pas fait de la merde après? Franchement, je sais pas. C'est comme ça, quoi. Malheureusement, je peux pas aller en arrière, quoi. Ok, donc du coup, ça t'a permis de démarrer ta carrière solo. Tu avais déjà fait des choses en solo avant ou pas? Non. Non? Non, et d'ailleurs, je concevais pas ma vie artistique en solo. Je concevais ma vie artistique dans le partage. À partir de quel moment tu as senti une vraie notoriété vis-à-vis du public? En fait, avant de rencontrer Dieudo, je tournais dans une série qui s'appelait Vivement lundi. C'est vraiment vieux, hein. C'était un sitcom sur TF1 où je faisais un coursier dans un bureau, enfin bref. Et là, les gens ont commencé à me connaître. Mais ils avaient vu ma tronche, mais ils ne savaient pas que je m'appelais Elie Semoud. Après, on a commencé à être connus avec Dieudo. Elie Kakou a commencé à être connu en même temps que nous. Danny Boone, Gad, il est venu un peu plus tard, mais toute cette génération. Donc on m'a longtemps confondu avec Elie Kakou. Peut-être que lui, on le confondait avec moi, j'en sais rien. Mais je considère que quand le public sait comment vous vous appelez, votre nom et votre prénom, vous vous dites, bon, ok, je suis installé dans la tête des gens. Donc ça a mis du temps, mais ça a été... J'ai pas trop galéré finalement dans ce métier, en fait. Et comment tu t'es senti, toi, vis-à-vis de cette notoriété? Disons que la première fois où tu t'es fait reconnaître par des gens, qu'est-ce que ça... C'est génial. C'est hyper flatteur, ça flatte ton ego. J'avais 25 ans.
ouais, j'en pouvais plus, quoi. C'était ce que je voulais. J'avais une sorte de pouvoir de séduction, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, je parle pas des femmes, hein, mais des hommes, des femmes, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes connu, on vous fait confiance automatiquement. Donc, il n'y a plus cette méfiance entre les gens et vous. Donc ça, c'est un sentiment qui est génial. Tout à l'heure, avant de venir, là, j'ai fait des photos dans une boulangerie, j'étais m'acheter un sandwich. Et j'ai fait des photos avec les nanas qui font les sandwichs en face, avec des jeunes. Et on sentait, il y avait un sentiment de bienveillance qui est vachement agréable. J'aurais pu rester 2 heures là-bas, à discuter avec les gens. Ils m'auraient raconté leur vie sans problème. Tu t'y attaches à ça, Ouais, est-ce qu'on peut devenir dépendant de cette... Oui, bien sûr, ouais. c'est hyper précieux. Bah, tu vois, maintenant, là, il y a eu plein de scandales, dernièrement des scandales sexuels, des trucs comme ça. Et je me mets à la place de ces gens, ou même un artiste qui a été très connu et qui ne l'est plus. Le passage de aimé, connu, reconnu à plus rien du tout, ça doit être d'une violence, mais sans nom, quoi. Tu l'as connu, toi, dans ta carrière, à un moment où tu t'es senti plus vide ou un moment où moins reconnu? Non. Non. Non, je peux le sentir maintenant parce que le temps passe et que il y a certaines personnes, je peux prendre le métro sans qu'on me reconnaisse parce que tout le monde est sur son portable. Et puis tout d'un coup, je sors du métro et puis il y a 15 types qui me reconnaissent. Donc je sais pas, Enfin, il y a des moments où tu es plus connu que d'autres, quand tu passes à la télé toutes les semaines. Et puis après, c'est fluctuant, quoi. Mais avec le temps, ça fait longtemps quand même que les gens me connaissent. Donc il y a une certaine génération qui me connaît, il y en a peut-être une qui me connaît moins. Mais en même temps, avec les films que j'ai faits qui s'appellent Du Cobu, il y a toute une génération d'enfants qui me connaissent beaucoup. Et donc tu y penses, toi, ça, à cette descente ou absence de notoriété? Ouais, bien sûr, mais tous les artistes y pensent. Aucun artiste peut te dire non, j'y pense pas. C'est comme les artistes qui disent oh, je vais prendre ma retraite, je vais arrêter ce métier. Ça n'existe pas. Oui, bien sûr, on y pense beaucoup. Ouais. Étant donné que tu y penses, tu arriverais aujourd'hui à t'en passer totalement? Et comment tu vivrais si tu devais t'en passer ou si ça n'existait pas? Oh putain, ce serait difficile parce que c'est une drogue dure, puis que ça fait toute ma vie. Mais écoute, d'abord je vois pas pourquoi ça m'arriverait, mais on peut être du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais on peut devenir un peu ringard. On peut être à côté de la plaque, tu vois, à côté du métier. On peut ne plus être demandé, ça arrive, ça, beaucoup. Hein. Et puis le temps passant, il y a des nouvelles générations qui poussent derrière, donc c'est logique, c'est normal. J'ai des exemples comme ça, je les citerai pas, mais de comédiens, de comiques qui ont été au top et puis qui maintenant sont plus demandés, remplissent plus les salles. C'est dur, hein, mais c'est comme ça, c'est le principe de la vie, quoi. Quelle a été ta relation avec ton public pendant toutes ces années? Là, tu me parles de comédiens qui des fois ne remplissent plus des salles. Un public peut t'emmener très très haut très vite, mais peut descendre très vite aussi. Quelle était ta relation, toi, avec... Moi, j'ai fait des salles gigantesques, des zéniths. Et puis maintenant, je ne sais pas si je pourrais remplir. Là, j'ai créé un nouveau spectacle. J'espère que ce sera le cas. En fait, il ne s'agit pas de... c'est plutôt l'intérêt que les gens vous portent. Ce n'est pas le nombre de tickets que vous vendez. Ça joue aussi, mais parfois, on passe des soirées beaucoup plus fortes dans une salle de 1000 ou 2000 personnes plutôt que dans un gigantesque zénith. Il m'est arrivé de jouer dans un endroit qui s'appelle la Halle Tony Garnier à Lyon. Il y avait 5000 personnes. Au Dôme de Marseille, il y avait 4000 personnes. C'était pas les mêmes spectacles. Il faut jouer pour le mec qui est tout au fond, il faut aller à fond et tout. Il faut vraiment donner beaucoup d'énergie
On peut pas rentrer dans l'intime. Et moi, je fais pas comme Redouane Bougueraba qui fait du stand-up, qui se fout de la gueule des gens du premier rang. Moi, je fais des personnages. Donc, il me faut une grande concentration de la part du public. Je sais pas si ça répond à ta question, mais le rapport que j'ai avec le public, il est parfois intime et il est parfois moins intime parce que c'est des grandes salles. Tu es passé par des moments dans ta vie où tu as adoré le public, des fois peut-être, le public, où je parle les fans peut-être généralement, peut-être à des moments une sorte de haine, peut-être suivant un événement qui aurait pu se passer. J'ai jamais haï le public, mais il y a des moments où j'avais pas envie qu'on me reconnaisse, où j'avais pas envie qu'on me fasse chier. Dans des moments où tu vas à l'hôpital voir quelqu'un, où tu reviens d'un enterrement, où tu es en train de t'engueuler avec ta meuf dans un resto, où tu as des mecs bourrés qui viennent te voir si tu es en boîte ou en soirée, ça te casse les couilles, tu as envie de leur dire mais fous-moi la paix. Je sais pas, quand tu es dans des moments où tu as envie d'être tranquille, quoi. Et parfois, c'est pas de la faute des gens, mais ils savent pas qu'il y en a... Quand ils viennent te voir, qu'il y en a 50 avant qui t'ont dit la même chose. Mais je veux pas... moi, j'aime beaucoup plus ça que je ne le déteste. Ce serait très prétentieux de ma part. Puis on se croit très important, on n'est jamais très important hein, pour les gens, au fond. On est juste un artiste comme ça, qu'ils aiment, mais du jour au lendemain, ils peuvent vous détester. C'est très fugace, hein, ça tient à rien, c'est comme dans un couple. Ça peut se péter en une minute. Tu as vécu un jour un bad buzz dans ta carrière ou quelque chose qui a été déformé de la réalité à cause d'un média ou... J'avais refusé de faire une vidéo pour la SPA. Pas pour la SPA, mais pour un mec qui voulait... qui aidait les animaux et qui, pour prouver que c'était horrible, la SPA s'était foutue dans une cage et il voulait que je fasse un petit témoignage, mais moi je me sentais pas concerné par le truc, donc j'ai refusé. Donc il s'est vengé de moi et il a dit oui, Elie Semoun, il aime pas les animaux, c'est un salaud. Donc il y a eu tout un truc sur Twitter, mais c'était il y a tellement longtemps. Franchement, tu vois, je me creuse la tête pour essayer de trouver des trucs. Non, mais j'ai jamais eu de bad buzz, comme on dit. Pourtant, dans mes spectacles ou dans les petites annonces, je vais très loin. Je fais des handicapés, des homos, des djihadistes, mais bon, jamais eu de problème. Je pense que les gens savent que je suis pas un méchant, quoi. Donc. Au cours de ta carrière, tu as gagné de l'argent, forcément. Ouais. Quelle était ta situation financière avant d'être comédien ou pendant ta vie familiale? Ma vie familiale, mon père travaillait à la poste, ma mère était prof de français, donc couple de fonctionnaires. Donc on n'a jamais manqué de rien, mais on était famille, je sais pas comment on dit, moyenne, enfin classe moyenne. Donc moi j'avais pas de thunes forcément, et j'en ai gagné. Là tu vois, on est dans le 16e arrondissement là, et j'ai vécu dans une chambre de bonne pendant 3 ans à 2 pas d'ici, rue Hamelin. Donc j'étais dans 9 mètres carrés pendant 3 ans. Donc c'est te dire que j'étais très riche. Et j'ai commencé à gagner de l'argent en faisant cette série dont je t'ai parlé, qui s'appelait Vivement lundi. Et là, mais c'était le bonheur. Je pouvais m'acheter ce que je voulais. Qu'est-ce que ça t'a fait de gagner cet argent au début? Ça donne une liberté folle. C'est-à-dire tu pourrais dire que tu t'es senti plus heureux? Oui, bien sûr. Mais même si je gagnais pas des fortunes, je faisais ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que je me refuse rien. C'est-à-dire qu'en fait, même si j'ai pas de thunes, je vais m'acheter des plantes, je vais m'acheter des enceintes que j'aime bien. J'ai fait construire une maison. J'ai un gros crédit, mais je m'en fous, j'y vais parce que je me dis que l'argent se fait pour te dépenser, quoi. Je me suis toujours dit, j'ai gagné ça, donc je peux dépenser ça. C'est exactement mon système. Si je gagne 10 000 balles, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir les dépenser.
Tu as eu une idée dans ta carrière de prévision, c'est-à-dire le jour où ma carrière s'arrête, est-ce que je mets suffisamment d'argent de côté, est-ce que je l'investis? Tu as eu cette relation-là à l'argent? Pas vraiment. En fait, je suis un faux juif. C'est-à-dire qu'on peut penser que les juifs sont accros. Non, je pense pas à ça. Honnêtement, j'ai plein de copains et je les envie, qui ont le sens des affaires, qui savent gérer leur carrière financièrement, qui savent gérer leur image, qui savent exactement ce qu'ils valent. Et ça, mais je suis jaloux de ça. Je les envie beaucoup. J'ai un pote qui me dit, là, je vais investir, je vais mettre de l'argent dans des comédie clubs, j'ai investi de l'argent dans un resto. Là, il y a en ce moment, il y a pendant le Covid, tu sais, il y avait des mecs qui faisaient de la bouffe et qui te la livraient. Le Dark Kitchen. Voilà. Donc j'ai un pote qui a investi là-dedans, qui a gagné pas mal d'argent. Et moi, je suis très envieux de ça. J'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas faire ça. Franchement, si je pouvais, je le ferais. Tu aurais troqué ton talent à faire rire par rapport à ce talent? Non, jamais de la vie. Est-ce que tu as eu des moments dans ta carrière où l'argent a manqué? Non, parce que j'ai une sorte d'insouciance. Même quand j'ai divorcé, ça m'a coûté super cher. Mais finalement, j'ai une bonne étoile jaune. Et à chaque fois que j'ai manqué, ça durait pas trop longtemps et j'arrivais à travailler pour remplir les trous. Donc ça n'a jamais été une obsession chez moi. Mais je suis comme tout le monde. Il m'arrive de jouer au loto, il m'arrive de jouer au casino. Et comme tout le monde, je rêve de gagner le gros lot. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Je ferais pas plus que ce que je fais maintenant. Ce serait plus gros, mais je sais pas si ça me rendrait plus heureux. Quel a été ton plus beau souvenir durant ta carrière? Un soir, j'ai joué c'était à la Cigale. J'ai fait mon spectacle. Dans la salle, il y avait une fille que j'aimais. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Et j'ai le souvenir d'avoir joué sur un nuage. C'est-à-dire que cette fille, je voulais la séduire à fond. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus séduisant qu'un mec seul sur scène avec, je sais pas combien de personnes à la Cigale, peut-être 1000 personnes, j'en sais rien, qui sont morts de rire, qui se mettent debout à la fin. C'était pour moi un moment de... Je me revois comme sur un nuage, flottant au-dessus de l'air, au-dessus du sol. Après, il y a eu plein de beaux moments. J'ai fait 3 albums de bossa nova. Et j'ai eu la chance de faire la première partie de Laurent Voulzy à l'Olympia, il y a longtemps. Et c'était génial comme sensation. C'est-à-dire qu'un mois avant, j'y étais à l'Olympia comme comique, et là, j'arrive en première partie de Laurent Voulzy en chanteur de chansons d'amour. Et ça fait des sensations incroyables. Tu te sens comment au moment où tu rentres sur une scène? Pas bien. Encore aujourd'hui? Franchement, ça fait, donc je te dis, peut-être 40 ans que je suis sur scène. À chaque fois, j'ai la trouille. Pourtant, si les gens sont dans la salle, c'est parce qu'ils t'aiment, donc ça devrait te rassurer. Mais je suis en flippette à chaque fois. Même plusieurs jours avant? C'est fou. Ou tu le ressens vraiment au moment sûr. de monter? Non, pas plusieurs jours avant, mais avant de monter. En fait, le plus dur, c'est les premières. Les 10 premières, les 15 premières. C'est horrible. Tu te demandes ce que tu fous là, tu te dis merde, c'est pas drôle ce que je fais. Tu parles des 10-15 premières minutes ou 15 non, premières de représentation. Représentation. Là je suis en train d'écrire un nouveau spectacle et moi, je suis pas le genre à aller tester dans des comédie clubs et tout, parce que, encore une fois, c'est pas ma culture. Mais peut-être que je vais faire ça, parce que ça fait vraiment, vraiment flipper, quoi. Donc, en 40 ans, malgré tous les spectacles que tu as fait, les réussites que tu as eues, tu as encore des doutes aujourd'hui? Ouais, toujours. Mais même là, j'ai réalisé 3 films. Il y en a un qui sort au mois d'avril. Le 3 avril, je serai pas bien. Parce que à chaque fois, tu joues ta carrière, quoi. Tu remets les compteurs à zéro, en fait.
Mais c'est excitant, c'est génial. Donc, que ce soit avant de monter sur scène ou avant de sortir un film, ce qui te fait peur, c'est quoi? On est dans l'œil des gens, dans leur jugement, on est dans le désir des gens. La seule question que vous vous posez, qu'on se pose, c'est est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont aimer? C'est la question. C'est d'ailleurs une question d'artiste, mais c'est une question d'homme ou de femme. Dans la vie, on recherche quoi? On recherche l'amour des gens, on recherche la reconnaissance des gens. Donc je suis, même si je suis artiste, je suis comme tout le monde. Moi, je recherche la reconnaissance des gens du métier. Alors j'ai fait des films qui ont eu beaucoup de succès, qui ont fait des millions de spectateurs, mais c'est des films familiaux, c'est des films pour enfants. J'ai pas la reconnaissance des gens du métier, du cinéma, un peu sérieux. Je la recherche, mais une fois que je l'aurai, je voudrais la reconnaissance d'une autre catégorie. C'est sans fin en fait. Et comme tu parlais de drogue dure, en parlant de l'accoutumance à ce succès, cette reconnaissance, comme une drogue dure, on s'habitue au fur et à mesure et on a besoin de doses de plus en plus importantes? Oui, on est des dépendants affectifs. Donc quand on fait le métier de faire du one-man show, qui est mon métier de base, vous savez, ça fait partie des cauchemars classiques, de se retrouver seul devant des milliers de gens, ou alors d'aller à poil à l'école, ou se retrouver en pyjama dans un restaurant, j'en sais rien. Mais ça fait partie des pires cauchemars. Donc quand vous y arrivez, il y a une dose d'adrénaline qui est folle. Et dans la vie, vous avez besoin de vivre des choses comme ça aussi. Parce que nous, les humoristes, tout ça, les artistes, on s'ennuie vite. On a besoin de sensations fortes tout le temps. T'as réussi à retrouver des sensations similaires? Dans la vie? Oui. Oui, en amour, bien sûr. En amour, c'est génial. Vous êtes à la merci de l'autre. Tu as des enfants aujourd'hui? J'ai un enfant, ouais, Antoine, qui a 28 ans, qui est peintre, qui se fait appeler Andy Santori. Il a un Instagram où il expose ses toiles et c'est magnifique. Franchement, c'est très beau ce qu'il fait. Donc artiste aussi? Artiste aussi, il s'est cherché pendant longtemps. Puis ça fait 2 ou 3 ans, c'est vraiment un autodidacte et c'est vraiment très 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 original et c'est très apprécié et je pense qu'il devrait avoir du succès. Comment il t'a vu évoluer? Comment il a vu ta carrière? Bah, c'est un enfant de la balle. Enfin, il m'a suivi. C'est un 4x4 quoi. Il m'a suivi un peu partout, dans les tournées, dans les coulisses des théâtres, sur les tournages. Donc il connaît ça par cœur. Mais il s'est un peu blindé. Parce que c'est pas évident d'être fils de mec un peu connu, donc... Tu penses qu'il en a souffert? Oui, je pense qu'il en a un peu souffert, bien sûr, mais il en a fait quelque chose de... Il s'en est servi aussi. Et si tu devais résumer aujourd'hui la chose qui t'a rendu le plus fier dans toute ta carrière, ça serait quoi? Alors, professionnellement, parce que dans la vie, c'est lui, bien sûr, mais professionnellement... Oh, c'est compliqué, je suis pas... je suis tout le temps en train de me remettre en question, donc te dire un truc qui m'a vraiment... c'est de l'autosatisfaction. J'ai inventé des personnages qui sont restés dans la tête des gens. Des expressions comme Merki, des choses comme ça. Donc peut-être ça, j'en suis assez fier, ouais. En fait, c'est très bizarre parce que c'est ce qu'on se disait avec Diodo quand on a commencé le métier. On se disait c'est marrant, c'est des trucs qui nous font marrer nous et le cercle familial et amical et ça fait rire des milliers de gens. C'est super bizarre. Ce passage, j'ai un souvenir très net. On était au café de la gare et après le spectacle, j'ai dit ça à Diodo. J'ai dit c'est bizarre, c'est des conneries qu'on fait pour 10 personnes, pour nos potes et ça fait rire des centaines de gens. Un truc qui est super bizarre. Et là, c'est quoi que tu as ressenti à ce moment, quand tu t'es rendu compte de ça? Un étonnement, une surprise. Comme quand vous écrivez... Là, il n'y a pas longtemps, on a tourné une séquence pour le film, pour Ducobu. On a rajouté une séquence au film parce qu'il était un peu court, donc on a rajouté une séquence. Donc cette séquence, je l'ai écrite dans ma cuisine une semaine avant qu'on retourne.
quand j'étais sur le plateau, je me disais, c'est complètement fou. Cette idée du mec qui monte à l'échelle et qui se pète la gueule et qui s'éclate par terre, poussé par le pied d'un enfant. Il y a un cascadeur, etc. Mais ça, c'est un truc que j'ai écrit sur une feuille de papier et qui prend vie là, sur un plateau de cinéma. À chaque fois, c'est une surprise. C'est ce que je te dis. Ça t'apporte de la fierté de se dire que quelque chose qui sort de ta tête. Les conneries que tu fais avec des potes, les petites annonces, on a trouvé ça dans une cuisine. On était dans ma cuisine à Paris avec Franck Dubosc. Et tout d'un coup, ça a pris une ampleur folle. C'est ça qui est bizarre, c'est de passer du petit au grand. C'est très étonnant. Si tu devais te résumer en quelques mots, te décrire en quelques mots, toi à titre personnel, tu dirais que tu es comment? Je dirais que je suis aussi égoïste et égocentrique que peuvent l'être tous les artistes, mais que j'ai une sensibilité et que j'assume cette sensibilité peut-être plus que les autres. Elie, merci pour ta confession et ton passage sur mon divan.